Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouvez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire organisé par l'ICF Belgique. Nous avons le plaisir d'accueillir 4 oratrices connectées depuis 4 pays différents pour un sujet commun, les 4 ondes du coaching, de l'être à l'humanité. Je vous les présente dans l'ordre de leur apparition pendant ce webinaire. Nous commençons donc par Martine Beaulieu, connectée depuis le Québec et plus précisément de Montréal. Bonjour Martine. Bonjour Yotis, bonjour à tous. Alors avec nous également Marianne Sallier, connectée depuis le Luxembourg et plus précisément de Luxembourgville. Bonsoir Marianne. Bonsoir Yotis et bonsoir à tous les participants derrière les écrans, où que vous soyez. Ensuite, c'est Nathalie Ducrot, connectée depuis la Suisse et plus précisément depuis les montagnes au-dessus du lac Clément. Bonsoir Nathalie. Bonsoir chers collègues, bonsoir Yotis et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Et enfin, Martine Vol, connectée depuis la France et plus précisément d'Aix-en-Provence. Bonsoir Martine. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation ICF Belgium. Alors, qui sont nos 4 oratrices? Nous commençons par Martine Beaulieu, coach exécutive et leader coach. Martine Beaulieu, tu es une exploratrice assidue et curieuse de ce qui permet à l'homme de se sentir pleinement en phase, en union avec lui-même. Donc, une exploratrice de l'âme humaine. Martine aime faire ressortir le plus beau et le meilleur en chaque personne, être complètement soi. Alors, nous avons également avec nous Marianne Sallier. Tu es coach de transition et accompagnes les individus, les équipes et organisations dans leur processus d'évolution vers un leadership plus conscient, éclairé et inspirant. Past présidente de l'ICF Luxembourg, tu es également l'une des ambassadrices de l'ICF Synergie, représentante du Luxembourg. Nathalie Ducrot, executive coach et praticienne en transformation des organisations. Nathalie Ducrot, tu crois au pouvoir du coaching comme facteur clé de développement individuel et collectif. Par ton expérience en entreprise, tu travailles à la conduite du changement dans des environnements complexes et imprévisibles avec une forte attention sur les capacités des leaders, leur équipe et l'expérience des collaborateurs. Au sein d'ICF, tu es mentor, superviseur, assesseur, PCC et MCC. Tu es également past présidente de l'ICF Suisse, mais aussi ma marraine des webinaires chez ICF, car tu as été la première oratrice que j'ai reçue en webinaire. Et enfin, nous avons Martine Vol, coach, auteur, superviseur et directrice de la formation de superviseur IDSOP, past présidente ICF France et présidente de PSF, Professional Supervisor Federation en France. Tu aimes observer, Martine, la vertu de chaque type d'accompagnement de manière à être précise dans l'intervention auprès des entreprises et de tes clients. Pour toi, le coaching tel que ICF l'a travaillé depuis 3 décennies a de grandes vertus. Alors, Martine Beaulieu, Marianne Sallier, Nathalie Ducrot et Martine Vol ont également un autre lien commun supplémentaire que celui d'être coach. Elles sont co-auteurs du livre L'art et la pratique du coaching professionnel, que voici. Et ma première question, quel mot pourrait décrire l'énergie commune que vous avez mis à préparer ce webinaire? Je t'en prie, Martine Beaulieu. Vitalité. Inspiration. Profondeur. La complicité. Alors merci, vous allez donc nous présenter le webinaire Les 4 ondes du coaching de l'être à l'humanité. Pendant ce webinaire, quel mot définirait l'onde que vous allez chacune présenter? Le projet inédit de devenir soi du leader. Comment garder le cap en équipe en période difficile? L'influence de la culture coaching dans les organisations. L'influence du coaching sur l'humanité. Merci Martine Beaulieu, Marianne Sallier, Nathalie Ducrot et Martine Vol. Je vous invite à laisser Martine Beaulieu donc commencer sa présentation. Moi,
je m'éclipse également et reste connecté avec vous. Voilà, je t'invite, Martine Beaulieu, à commencer ta présentation. Oui, merci Yotis, merci pour cette belle énergie que tu nous apportes. Alors, je casse la glace avec l'onde première, l'être du leader. Je vous invite dès maintenant à vous poser une petite question, à savoir, comment voyez-vous le monde? Alors, vous comprendrez que le leader transformationnel a une vision du monde très vaste. Vous pouvez donc vous imaginer que le leader transformationnel est celui qui tire profit de ses expériences de vie pour les amener dans la transformation de son leadership personnel. Alors, ce leader transformationnel est un leader hautement humain, hautement relationnel. Il sait tirer parti, voilà, de ses expériences pour faire grandir également et faire croître les autres qui sont alentour de lui, ses équipes et ses collègues. Donc, il souhaite ardemment laisser une empreinte sociétale. C'est donc un être qui repousse continuellement les limites. Or, aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est d'entrer avec moi dans cette aventure en 5 mouvements et de tourner la caméra vers vous et de vous placer dans une posture d'écoute à la fois silencieuse et active afin de vivre avec moi les 5 mouvements suivants. Se reconnaître, se connecter, s'éprouver, se découvrir et se renouveler. Ah, de quoi il s'agit pour le leader lorsqu'il arrive avec sa demande de coaching? Donc, le dirigeant, peu importe son statut, son rôle, il aspire à un plus grand discernement. Il veut porter attention sur ce qui va donner de la valeur et ce qui va créer de la richesse dans son organisation, dans sa vie et avec les autres. Comment est-ce qu'il fait ça? Dans la conscience de ses aspirations, il est amené à réfléchir à ce qui compte vraiment, vraiment dans sa vie. Qu'est-ce qu'il veut voir advenir dans sa vie comme changement, comme transformation? Mais que veut-il réussir également? Veut-il réussir sa vie ou réussir dans la vie? Alors, inutile de vous dire que nous observons, nous auscultons vraiment sa manière de faire le monde. Je l'amène à tester, voire challenger, changer les images du monde qu'il porte en lui. Alors, ces images l'amènent forcément à interpréter le monde à sa façon, ce qui, de façon définitive, l'amène aussi à poser des actions et des gestes en conséquence de cette façon de voir le monde. Cette rencontre avec lui-même, à savoir comment voit-il ses pensées à distance? Comment il les voit en action? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour taire possiblement cette voie du jugement qui l'amène souvent à avoir une perception erronée de lui-même? Alors, que veut-il réussir? Que veut-il faire de ces mouvements transformationnels au cœur de son organisation? C'est dans la transformation de la perception qu'il a envers les choses et la vie. Cette voie nouvelle, au fond, va se faire qu'à partir du moment où il va prendre conscience que sa pensée est limitante. Donc, qu'il souhaite vraiment accéder à un niveau de discernement et beaucoup plus important. Alors, le prochain mouvement l'amène ici à développer une connexion beaucoup plus grande avec lui-même. Et c'est là qu'il entre en contact avec ses émotions, avec ses croyances. Et une question qui souvent le challenge ici, c'est quand je lui demande, dis-moi, qu'est-ce qu'il te garde à distance de ton cœur? Cette question répétitive, posée plusieurs fois, fait surgir en lui des façons de faire dont il n'est pas tout à fait confortable. Comment diriger à partir du cœur, à partir du moment où je n'ose pas aller voir ce que veulent m'enseigner, ses émotions ou encore ses croyances?
Alors, la conscience de l'intention ici l'amène à rencontrer ce témoin bienveillant, cet observateur de lui-même, afin de mieux interagir en fait avec, pour l'amener à mieux interagir avec les autres. Et c'est en dialoguant mieux avec lui-même qu'il va arriver aussi à interagir de façon différente avec les autres. Donc, ce qui est intéressant ici de voir, c'est que au-delà de son rôle, de ce dont il est imputable, redevable et responsable, il a souvent des engagements qui sont concurrentiels. De sorte que, pardon, préserver sa notoriété, sa crédibilité, bien paraître. Alors, ces engagements concurrentiels vont le nuire, vont l'empêcher d'accéder à cet engagement total du cœur. Et ici, je vous invite à lire le chapitre 3 de ma collègue Anna Galotti dans l'art et la pratique du coaching professionnel, qui nous fait part des stades des leaders et qui est fort intéressant pour découvrir la source de l'intention qui dirige les leaders. Donc, le mouvement suivant, puisqu'il a maintenant il s'est mis en accord avec ce témoin observateur de lui-même, ça lui permet de passer à un autre stade de conscience, un autre niveau de conscience qui est celui du pouvoir transformateur. Alors, vous comprendrez que le pouvoir transformateur, ce n'est pas quelque chose qui se fait forcément aisément. Si j'utilise ici la métaphore du chameau qui, avec ses bagages, passe plus aisément dans le chat de l'aiguille que l'homme nu comme un ver. On peut s'imaginer qu'il y a des choses à laisser partir pour accéder à une nouvelle part de soi-même. Et ce qui est dérangeant ici, c'est quand il se met à voir ce qu'il répète, ce qu'il rejoue dans sa vie, et qui ne l'amène pas au résultat dont il souhaite voir advenir. Donc, cette prise de conscience de cet écart entre ce qu'il sait, ce qu'il fait, versus ce qu'il veut voir advenir, l'amène dans un inconfort assez important. Mais ce qui le déstabilise encore plus, c'est le moment où je lui dis « Qu'est-ce qui veut céder en toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui céderait en toi aujourd'hui si tu allais rencontrer une part de cet effondrement qui te supporte? Qu'est-ce qui te supporte de l'intérieur quand tout veut s'effondrer en toi? Qu'est-ce qui voudrait céder? » Donc, il constate que la traversée de l'inconfort, c'est quelque chose dont il ne peut plus porter en lui et qui le limite vraiment à son authenticité profonde. Alors là, il a ce besoin de laisser aller des choses pour se libérer et se détacher d'une part de lui qui maintenant s'ouvrir à ce qu'il ressent, s'appuyer sur la force déstabilisante de sa vulnérabilité lui permet de découvrir ainsi cette part d'humanité et d'humilité qui l'habite. Alors, il va faire cette prise de conscience que peut-être dans le passé a-t-il mal agi. Il va peut-être constater qu'il a eu honte de quelque chose dont il ne voulait pas faire surgir, mais que ça, enfin, l'amène à cette connaissance beaucoup plus fine de lui-même. Si tout à l'heure, il a tu la voie du jugement au tout début, et là, c'est la voie du cynisme qui l'a amené à passer à un autre stade. Et ici, c'est taire la voie de la peur qui lui permet de passer au mouvement suivant. Donc, ce mouvement qui l'amène à la découverte de cette intuition profonde qu'il avait déjà, mais dont il n'en connaissait pas toute la portée. Et c'est assez fascinant de voir dans cette découverte de potentialité émergente comment il s'amène maintenant à agir, à penser, à être à partir d'un nouveau canal de perception. Il constate que son énergie, il canalise beaucoup mieux son énergie. Il y a comme un système que je nomme moi autodynamisant qui fonctionne de lui-même, si bien que ça se met à aller presque trop vite.
alors là, il risquerait de retourner faire des pas vers l'arrière. Donc, il y a cette vigilance à mettre un peu de lenteur dans toutes ces nouvelles découvertes qui s'amènent, ces nouvelles potentialités. Et la conscience de l'autotranscendance et de la distanciation l'amène à aller chercher une vision beaucoup plus à distance, à voir son système dans toute sa globalité, mais également se voir dans son système intérieur, dans sa globalité. Comment les parts de soi s'amènent à maintenant à mieux penser, à prendre de meilleures décisions, à bien décider. Alors, cette intuition apporte de la nouveauté. Alors, c'est ici qu'il est surpris de voir qu'il s'amène beaucoup de choses à lui, sans qu'il ait même réfléchi à ce que ça fait émerger. Donc, il y a de la nouveauté qui entre de soi. Alors, il se révèle beaucoup de transformation et l'action juste prend toute sa place. Alors, donc, le prochain mouvement nous démontre qu'il vient d'entrer en contact avec une nouvelle capacité, hein. Cette capacité d'être connecté avec toutes les présences en jeu, les présences, les talents des autres, avec tirer parti de la différence aussi, de travailler avec l'idée du et non du ou, parce que plus il tire parti de chacun des talents des autres, plus lui-même il s'amène à atteindre plus aisément ses objectifs personnels. Donc, cette présence dans l'ici et maintenant lui procure une forme de ravissement, de grande paix avec lui-même, puisque traverser chacun de ces passages lui montre que finalement, c'est possible de créer de nouvelles voies d'accès pour accéder à un leadership que j'appelle le leadership du vivant. Alors, cette forme d'harmonisation lui procure de plus grandes possibilités et de savoir que finalement, cette nouvelle façon de donner accès à la vie qui est, à ce pouvoir transformationnel qui s'agite en lui, alentour de lui, devient une force beaucoup, beaucoup plus grande que celle où il voulait préserver cette part d'ego. Donc, on passe ici d'un égosystème à l'écosystème. Alors, c'est comme ça que se termine le 5e mouvement de ce voyage transformationnel. Alors Martine, j'ai une question. Comment sait-il, le leader, qu'il est arrivé à une plus grande cohérence avec lui-même dans son leadership? Ce que je perçois et ce qu'on me dit, c'est quand il est arrivé à ouvrir totalement son esprit à ce qui est, voir la réalité telle qu'il est, ouvrir son cœur à ce qu'il ressent, donc, et à ouvrir le canal aussi de la volonté, donc de l'intention profonde. C'est ces petits fils qui l'attachent entre l'esprit, le cœur et la volonté. Merci Martine. Alors maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à Marianne Sellier du Luxembourg qui va nous entretenir sur les équipes. Merci Martine, merci Yotis. Eh bien, je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette onde 2 qui va concerner l'équipe et dans laquelle je vais vous inviter à répondre à la question comment soutenir le développement des équipes dans ces temps particuliers. Et ensemble, nous allons voyager au travers des défis, des ressources et des apports du coaching professionnel dans ces périodes particulières. Et on entend souvent parler d'un avant et d'un après, et j'aimerais imaginer avec vous cet après. Alors, nous vivons une expérience inédite. La crise sanitaire à laquelle nous faisons face depuis plusieurs semaines nous a surpris tant par sa rapidité, sa brutalité, que par son étendue. Et c'est toute une planète qui se retrouve de façon quasi instantanée
face à un ennemi qui est invisible, qui est implacable, qui est meurtrier et qui frappe au hasard. Alors, nous pensions tout contrôler, nous pensions être les maîtres du monde, nous pensions pouvoir continuer à dépenser sans compter les ressources de Dame Nature. Et aujourd'hui, curieusement, c'est elle qui s'épanouit, qui fleurit sous nos yeux de façon quasi arrogante. Et donc, après l'effervescence, la surproduction, la suractivité, la surconsommation, eh bien, nous nous retrouvons plongés dans le chaos, dans le vide. Et c'est là que nous reprenons conscience de notre vulnérabilité et de notre finitude. Certains parlent de changement de paradigme et cette courbe du changement que nous avons entamée il y a quelques semaines maintenant, nous devrons continuer à la métaboliser, à la digérer au niveau individuel, au niveau des équipes, au niveau des organisations et probablement au niveau de l'humanité. Et cela se fera suivant une intensité et un rythme différent. Je vous propose maintenant de revenir à nos équipes et aux défis qui se posent à elles. Alors, je n'ai pas la prétention de présenter ici tous les défis auxquels elles doivent faire face aujourd'hui. J'en ai retenu 4 grands néanmoins. Quels sont les principaux enjeux de nos équipes? Alors, depuis quelques semaines maintenant, et après quelques ajustements, le télétravail est devenu la norme, bien entendu, pour celles et ceux pour lesquels cette option était envisageable, et suivant une adaptabilité différente. Et donc, du coup, nous avons tous été amenés à revoir notre structuration du temps. Donc, les équipes sont désormais privées de leur cadre habituel, les horaires, les trajets, le lieu de travail. Tout cela a disparu temporairement. Chacun est maintenant invité à revoir, à revisiter son organisation personnelle et professionnelle dans le même lieu, la maison ou l'appartement. Et dans ce contexte, comment fixer les limites à chacune des casquettes qui s'entremêlent, s'entrechoquent tout au long d'une journée? Comment pouvons-nous conserver un équilibre personnel satisfaisant? Un autre élément aussi important, c'est la gestion de l'incertitude et des émotions qui en découlent. Alors aujourd'hui, les échanges sont extrêmement normés. Parfois, ils se limitent, en tout cas, ils sont rythmés par ces réunions à distance, parfois journalières, parfois bijournalières. Et du coup, on perd un petit peu ces indicateurs si précieux que l'on perçoit autour de la machine à café, autour d'un bon repas à la cantine, ou alors d'une discussion informelle autour au détour d'un couloir, dans l'ascenseur. Tout cela est perdu. Et pourtant, aujourd'hui, notre incapacité à nous projeter dans un futur, ou en tout cas un futur radieux, celui qui se présente à nous est inconnu et sombre à la fois, tout cela est source d'incertitude et d'inquiétude, tant du niveau professionnel que personnel. Et du coup, comme ces discussions informelles ont disparu, le risque d'isolement et de repli sur soi sont importants. Et du coup, également, détecter ces émotions à distance et gérer la situation du travail à distance, de continuer à gérer ça de façon satisfaisante, demande énormément de capacité d'écoute et de présence à l'autre. Bien sûr, il va falloir continuer à assurer la motivation et l'engagement des équipes. Et là, nos managers sont en première ligne. C'est un terme qui revient souvent aujourd'hui, être en première ligne. Et les équipes sont dispersées en termes géographiques. Il va falloir continuer à les motiver, à les engager, à les rassurer, parfois à les guider. Et on reprend dans ces périodes un peu particulières toute l'importance d'une bonne qualité de communication. Et bien sûr, il va falloir, en tant que manager, résister à la tentation de faire du micromanagement, du flicage, comme on appelle ça quelquefois, et garder la bonne distance avec nos équipes. Et bien sûr, enfin, il va falloir continuer à assurer la continuité du business et être prêt quand tout repartira.
Et dans cette période où tout est interconnecté, tout est interdépendant, il faut être en capacité de refixer les priorités, de prendre les bonnes décisions en n'ayant pas tous les bons éléments pour le faire et en étant suspendu aux informations qui vont tomber parfois toutes les heures. Bien sûr, il va falloir continuer à servir les clients, maintenir le lien, même en ces périodes où ces liens sont un petit peu distendus, rester en veille par rapport à ce qui se passe autour de nous pour être prêt quand tout repartira. Alors, face à ces défis, nos équipes ont su très rapidement remobiliser, redéployer les énergies vers ce qui était urgent. Et de nouvelles compétences, des connaissances techniques ont été déployées, ont été redécouvertes pour assurer la continuité. Alors, je pense notamment à des outils de gestion du temps, des priorités, notamment à l'ère où la frontière entre le personnel et le professionnel ont vraiment tendance à s'amenuiser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut continuer à motiver, adapter son management, garder la bonne distance par rapport à ses équipes, apprendre à déléguer ou réapprendre à déléguer, à faire confiance, à continuer à donner du feedback et des signes de reconnaissance. De nouveaux comportements ou des comportements que l'on avait oubliés, négligés quand tout va bien, refont surface. Je pense notamment à la bienveillance, l'écoute active, la présence à soi, la présence à l'autre, l'empathie également. L'autonomie aussi a refait surface ou a été développée par nos équipes. Ce petit intrus, ce petit virus a plongé les équipes dans le grand bain et c'est face au mur que les ressources internes ont pu être redécouvertes et remises au service de l'intelligence collective. Et des modes de collaboration qui se mettaient en place un petit peu timidement avant cette crise se sont mis en place très rapidement. Et de plus en plus, il est question de responsabilisation, d'autorégularisation, de comportements intra-entrepreneuriaux. Les individus redeviennent force de proposition et ce travail en silo que les entreprises ont décrié, qu'elles ont eu beaucoup de mal à faire disparaître, ce travail en silo a été gommé et parfois a volé en éclats. Enfin, j'aimerais terminer par la solidarité dans la créativité et l'innovation, alors que certaines activités étaient complètement à l'arrêt. On a vu vraiment des mini-miracles se mettre en place. Alors, je ne vais pas tous les citer aujourd'hui, vous les connaissez aussi bien que moi, et en plus, je risquerais d'en oublier. J'aimerais juste rappeler l'initiative qui a été mise en place par ICF, au travers de ICF Solidarité, et qui, par lequel des coachs mettent à leur disposition des ressources pour aider les uns et les autres, des professions exposées à traverser le plus sereinement possible cette épreuve. Alors le coaching, j'y viens. Comment le coaching professionnel va se mettre au service du bien travailler ensemble. Alors, les observations aujourd'hui montrent que les équipes dont le manager ou un ou plusieurs membres démontrent des compétences de coach, et là je vous renvoie au référentiel de compétences ICF, ou affichent la posture de coach, ces équipes-là traversent mieux cette épreuve aujourd'hui. Et cette intuition, ces observations, elles sont renforcées par les études menées par ICF et HCI, Human Capital Institute, dans leurs études annuelles. Et elles ont été rappelées par Catherine Tano et Denis Simblima dans leur chapitre de l'ouvrage L'art et la pratique du coaching professionnel. Et les compétences du coaching les plus souvent mentionnées sont l'établissement d'une relation de confiance et d'une alliance à l'autre, la présence à soi, la présence à l'autre, la capacité à gérer les non-dits, écouter au-delà des mots, l'écoute active bien entendu et l'empathie, et le questionnement puissant.
Aujourd'hui, moi, j'ai envie de rajouter la capacité à poser un cadre, à fixer une feuille de route, ce qui est encore plus rassurant en période d'incertitude et de travail à distance. Je répéterai encore une fois l'installation d'un climat de confiance qui va être propice à l'expression des émotions et à l'authenticité au sein des équipes. Et enfin, comme dirait Philippe Rosinski également dans sa partie de l'ouvrage, tirer parti de la diversité qui est source de créativité et d'efficacité. Au-delà de ces compétences coach que je viens de citer, j'ai envie de compléter par la posture coach, et notamment je pense au fait de faire preuve d'humanité, de respect, d'afficher une réelle volonté et d'aider et de soutenir l'autre, faire naître et faire germer de nouvelles possibilités, de nouvelles options, mettre en lumière des compétences acquises ou en cours d'acquisition, rappeler des ressources développées et appeler à les renforcer. Je citerai également le fait de générer une énergie nouvelle au sein des équipes et de les mettre en mouvement, autonomiser, responsabiliser. Et cette posture de coach, comme l'appelle Daniel Pauly dans le livre L'art et la pratique du coaching professionnel, des leaders inspirés et inspirants vont justement révéler le plein potentiel des équipes. Et enfin, pour terminer ce passage sur le coaching professionnel, nous sommes tous, en tant que coach aujourd'hui, confrontés à des managers et à des équipes qui vivent cette expérience avec un degré d'adaptation divers, qui vivent cette expérience de manière variable. Alors, comment nous, coachs professionnels, pouvons les accompagner vers peut-être plus de prise de recul dans un environnement qui est extrêmement tendu? Alors, il y a bien sûr le coaching individuel, mais je pense aussi à des ateliers collectifs où nous pouvons permettre à ces managers ou à ces équipes d'échanger par rapport à leur expérience, par rapport à leur vécu du moment, par rapport à leur pratique, ou tout simplement pour leur permettre de déposer ce qu'elles ressentent à l'heure actuelle, dans la situation actuelle. Comment continuer à rassurer? Comment continuer à être le phare alors que nous naviguons tous à vue aujourd'hui? Et comment préparer l'après? Alors justement, on y arrive. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de changement de paradigme. On dit que nous sommes arrivés au bout d'un système qui a créé beaucoup de frustration, beaucoup de souffrance, qui a parfois enquisté les inégalités. Et j'entends dire aussi souvent, rien ne sera plus comme avant. Mais au fait, ça veut dire quoi? Rien ne sera plus comme avant. Et là, j'aimerais vous vous poser une question et j'aimerais avoir vos réactions dans le chat box. La possibilité vous est donnée d'apporter vos réponses. Donc, imaginez votre équipe, à quoi ressemblera-t-elle dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois? Qu'est-ce qui aura changé? Alors, je vois qu'est-ce qui aura changé? La qualité du management, effectivement. L'importance de donner du sens, accorder de la liberté d'action plutôt que de faire descendre des directives et contrôler leur application. Un management à la fois plus humain qui va prendre en considération bien sûr la performance qui est nécessaire au niveau des organisations, mais aussi des besoins plus individuels. Un engagement plus descendant, un management plus engageant que descendant. Il s'agira maintenant de travailler davantage en logique projet et de peut-être plus considérer les résultats plutôt que de baser l'évaluation de la performance sur le présentéisme. L'installation d'un climat de confiance, on a déjà dit, favoriser les essais-erreurs, plus de collaboration, plus de travail d'équipe, évidemment. Alors, moi, j'aimerais rajouter ce qui, pour moi, sera essentiel.
Des crises, il y en aura encore d'autres. Nous en avions déjà vécu. Il y a eu la crise financière il y a une dizaine d'années. On a une crise sanitaire aujourd'hui qui sera probablement suivie par une crise économique. Les crises reviendront. Si nos équipes aujourd'hui sont convaincues de pouvoir délivrer le petit quelque chose en plus qui fera la différence, si nos équipes qui travaillent dans ce mindset aujourd'hui gagnent en confiance, prennent davantage de responsabilités, deviennent force de proposition, eh bien, ça leur donnera la force plus tard d'affronter tout type de défis. Et j'aimerais terminer par un petit mot à l'attention des managers et des leaders. Je suis certaine qu'il y en a dans l'audience aujourd'hui. Beaucoup d'équipes, je l'espère, du fond du cœur, auront découvert ou réappris les vertus du bien travailler ensemble. Et pour reprendre une formulation d'actualité, auront développé des anticorps pour faire face à l'adversité lorsqu'elle se représentera. Cultivez, entretenez, nourrissez, amplifiez ces ressources déployées et redécouvertes pendant cette crise. Voilà. Yotis, tu as peut-être des questions? Oui, Marianne. Donc, la question que j'ai, c'est quelles seront les ressources essentielles sur lesquelles les équipes pourront s'appuyer pour garder le cap dans le futur? Alors, merci de cette question. En fait, j'ai déjà répondu partiellement. Je vais réappuyer. En fait, la qualité du management va vraiment faire la différence, plutôt que de donner des directives et de contrôler, permettre à chacun de proposer quelque chose de nouveau, s'engager plutôt en mode projet plutôt qu'en mode contrôle. Donc la qualité du management va faire une grande différence pour permettre à ces équipes de se responsabiliser davantage. Peut-être remettre aussi les valeurs humaines au cœur des équipes, de faire revivre les valeurs de l'entreprise. Que veut dire le respect? Que veut dire l'entraide? Voilà. Merci, Marianne. J'en profite également pour rappeler à nos participants qu'ils peuvent poser leurs questions en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Je te laisse continuer, Marianne. Voilà, moi je suis arrivée au bout de l'onde que j'avais envie de vous présenter ce soir et j'aimerais laisser la parole à Nathalie Ducrot maintenant qui va parler de l'organisation, qui va centraliser son intervention au niveau de l'organisation. Merci Marianne de me laisser la parole pour continuer sur un thème que tu as déjà ouvert, c'est-à-dire l'implémentation de culture coaching en organisation. Pourquoi, comment? À l'évidence, c'est un sujet ambitieux pour ce court laps de temps, mais j'aimerais donner quelques axes basiques à connaître. D'abord, la relation à la complexité, ensuite les étapes d'implémentation et puis peut-être déjà quelques avantages d'une culture coaching. En fait, qu'est-ce qu'une organisation? Eh bien, l'organisation, c'est un groupe de personnes. C'est plusieurs personnes en même temps et ça sous-entend bien entendu une complexité augmentée par rapport à la transformation d'un leader, une seule personne, la transformation d'une équipe, un groupe de personnes. Là, on atteint un sujet encore plus complexe. Et dans cette période où justement on vit une turbulence, un chaos, une crise peut-être majeure qui restera, ou peut-être une crise qui se répétera à nouveau, c'est plutôt les changements de culture en organisation de type entrepreneurial ou de type ONG. Et dans ces contextes-là, on connaît ce que c'est qu'un changement de culture comme un sujet extrêmement complexe, puisque souvent, les changements de culture arrivent à un échec. Alors, même si les périodes de crise sont un facteur accélérateur des grands changements, il n'empêche qu'il y a une dimension de complexité, d'imprévisibilité et surtout de changement de paradigme, là encore, comme cela a été mentionné. Ça veut dire passer d'un monde prévisible où la culture est établie à un monde imprévisible où il faut tenter des expériences, où il faut apprendre de l'expérience,
où il faut avoir un leadership d'expérience également et où on entre dans un autre mécanisme de comportement. Il s'agit d'une conduite de changement qui passe par le changement de conduite de chaque individu. Donc on se rend compte de cette énorme difficulté collective que représente le changement de culture. Et c'est pour cette raison que je vous ai apporté ce modèle inspiré des travaux de David Snowden, qui s'appelle le modèle Canavan, qui s'écrit cinéphine en gallois. Et cette théorie de la complexité m'a énormément passionnée dans ces dernières années parce que il est important d'augmenter la probabilité de réussite des changements de culture. Et au sein d'ICF, la slide suivante va vous montrer que ça fait longtemps déjà qu'on se penche sur la question des changements de culture. Alors une culture, c'est un ensemble de comportements. Je vous invite à réfléchir au terme de calcifier. C'est un ensemble d'attitudes partagées, de règles et de normes explicites bien sûr, mais aussi implicites qui influencent tous les choix, toutes les décisions, toutes les actions au niveau individuel et collectif. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des entreprises, des organisations, majoritairement des organisations internationales, mais aussi des organisations anglo-saxonnes, puis petit à petit un petit peu partout dans le monde, qui ont concrètement implémenté les principes du coaching dans leur culture. ICF étudie de très très près ce phénomène qui, pour moi, est une perspective de développement énorme du coaching dans les prochaines années pour faire face justement à des situations disruptives comme celles que nous connaissons actuellement, également pour stimuler l'agilité individuelle et collective au sein des organisations. Marianne le mentionnait, une étude est faite, un sondage à grande échelle auprès des organisations est faite par ICF pour étudier en collaboration avec une autre organisation sur les cultures du coaching. Et puis, la littérature également nous donne énormément de chiffres, de statistiques sur concrètement, en dehors de notre bonne volonté de coach, de croire dans le coaching, qu'est-ce qui concrètement nous prouve que ça marche. Et on a de plus en plus de data. Et ce que vous pouvez, sans qu'on plonge réellement dans les détails, vous souvenir, c'est qu'il y a en gros dans les organisations qui ont implémenté une culture coaching, 3 modalités interdépendantes et interconnectées. D'abord, des coachs internes disponibles à l'intérieur de l'organisation qui suivent les mêmes principes que les théories et les compétences de coaching et le code d'éthique. En complément, et donc qui ont des superviseurs, je vous invite en particulier dans notre livre L'art et la pratique du coaching à voir en 4e partie que beaucoup de cas d'études ont été documentés. L'étude de cas de l'entreprise L'Oréal, par exemple, par Denise Simblima et Catherine Tano, celle de l'entreprise Kiabi par Daniel Poli. Nos collègues du Québec, Jo Duquette, ont décrit comment se passe la supervision des coachs en interne. Il y a également les coachs externes qui viendront renforcer l'accompagnement souvent au niveau des leaders de plus haut niveau dans l'échelle décisionnelle. Et puis enfin, les managers de toute la structure à toutes les étapes de la structure qui usent des compétences de coaching qu'ils ont appris. Donc c'est réellement intéressant de voir que il y a un prix remis par ICF dans le cadre de Prism Award, remis à l'entreprise, l'organisation qui a le mieux implémenté une culture coaching. Donc, quand on parle de culture coaching en organisation, on a maintenant une bonne quinzaine d'années d'expérimentation réelle qui prouve réellement l'impact. Je me souviens avoir particulièrement étudié l'implémentation de la culture coaching chez Nestlé, qui avait obtenu un Prism Award en Suisse et pour qui coaching, c'était everyday coaching, c'était le coaching pour tout le monde, tous les jours.
Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que il faut peut-être revoir comment on s'y prend pour implémenter une culture coaching. Et c'est ce que je vais vous montrer dans les étapes suivantes. Le mot de culture nous offre une très facile métaphore avec la vraie culture dans la terre, le temps que ça prend et les précautions que ça prend. À chaque semence, à chaque terre, sa propre culture. Il en va de même pour le coaching. Il n'y a pas de méthodologie standardisée. Même pour les organisations start-up qui vont démarrer leur structure en implémentant la culture coaching dès le départ, ils vont la mettre à leur format, à leur méthodologie. Ça peut s'appeler culture coaching, ça peut s'appeler culture d'engagement, ça peut s'appeler sous diverses formes. Peut-être que le mot coaching n'est pas toujours retenu dans les cultures en organisation, dans les transformations culturelles, mais globalement, le principe, soit d'implémentation, soit de transformation, reste basique. Pour commencer, il est question de bien connaître le terrain, de bien choisir la semence, si je peux dire. C'est l'étape d'introduction du coaching. À tous les niveaux de l'organisation, de l'entreprise, les employés découvrent et contribuent à la compréhension commune des principes du coaching au sein de l'organisation. Qu'est-ce que c'est en termes de compétences? Qu'est-ce que c'est en termes de comportement? Puis, il y a la phase de plantation. On intègre réellement, cette fois, avec de la formation, des compétences, des modalités de coaching au sein de tous les niveaux de l'organisation. C'est un plan d'action dans lequel chacun s'engage. D'ailleurs, un des grands avantages des cultures coaching, c'est très souvent l'impact de l'engagement, de la motivation collective et également l'impact de la résilience. Et cette résilience, dans un moment comme nous le vivons, elle sera plus que jamais importante. Ensuite, il y a l'étape de nourriture de cette culture coaching. J'allais dire, tous ceux qui font du jardinage savent que c'est pas en tirant sur les feuilles que ça pousse plus vite. Eh bien, dans une culture coaching, c'est un peu la même chose. Il faut que tous les employés se rôdent et expérimentent les principes du coaching. Ils en voient le bénéfice, ils en apprécient la valeur. Pour tous les coachs qui sont ici en ligne et qui ont fait une longue formation, de longues heures d'expérimentation et de pratique, ils se rendent compte que ajouter aux tâches des managers les compétences de coaching, ça demande du temps. Mais au bout d'un moment, les bienfaits sont tels, la beauté du paysage devient telle que chacun grandit. Et la verdure se répand comme... J'allais dire, c'est peut-être un peu dommage de dire qu'il peut y avoir de bons effets à certains virus. Le virus du coaching peut en être un. Il aide chacun à grandir individuellement, collectivement, et c'est un bienfait organisationnel, bien sûr. Les cadres, les managers, les leaders intègrent les compétences du coaching dans leur comportement. Autrement dit, ils dirigent par exemplarité. Ça fait partie de leur ADN managérial. Et puis au bout d'un moment, eh bien c'est la floraison. Ça devient vraiment partie de l'ADN collectif de toute l'organisation. Et du coup, c'est comme l'air qu'on respire en fait. On ne sait plus qu'on est dans une culture coaching parce qu'elle a baigné l'ensemble de l'organisation. Donc évidemment, et comme pour toute culture, il n'est pas question d'abandonner l'entretien permanent de cette culture. La mesure, le retour sur investissement dans mon chapitre du livre, je donne une formule de calcul de retour sur investissement du coaching. Et dans une période de chaos comme nous le vivons à l'heure actuelle, et on voit tous ces employés masqués qui font référence à cette période de combat contre un virus particulier, qui est peut-être une expérimentation, la culture coaching, à mon avis, sera plus résistante, plus résiliente pour permettre à chacun de mieux réagir, de se remettre en mode fonctionnement plus vite, avec plus de capacité d'innovation, avec plus de capacité de changer de paradigme et d'inventer l'avenir.
Donc, en gros, on va regarder, d'après les études qui sont sorties, quels sont les avantages du coaching. Globalement, il nous invite à gérer les paradoxes en organisation. La slide suivante nous donne un peu les avantages bien connus des points de transformation culturelle inspirés par les principes du coaching. Je vous laisse découvrir un petit peu ce tableau que j'ai laissé en anglais parce que je l'ai emprunté en anglais à une graphiste qui l'a offert pour que chacun en profite, mais globalement, on passe d'une entreprise qui se focalise pleinement sur le profit, et bien sûr le profit est nécessaire, mais avec une contrebalance du sens, de la quête de sens. Nous l'avons vu, plus d'équipes en réseau auto-organisé plutôt qu'une structure hiérarchique descendante pyramidale. Plus un mode de leadership participatif qui permet à chacun de se renforcer plutôt qu'un mode contrôle-dirigisme. Et puis une forme non pas de planning parce que dans certaines périodes de complexité, d'imprévisibilité, on ne peut pas tout prévoir puisqu'on ne connaît même pas ce que sera demain, mais plutôt une forme d'expérimentation en circuit court où on apprend de ses erreurs, où la communication est de qualité, où on sait échanger et recevoir du feedback. Et puis, bien entendu, une très très grande qualité de communication. Plus de mode privé, mais une grande transparence. C'est une invitation à se réinventer individuellement et collectivement. La littérature est très large là-dessus. Un auteur français, Frédéric Laloux, prend de nombreux exemples d'organisations qui se sont réinventées en mode entreprise libérée, en mode holocratie, comme on le dit aussi. C'est une façon aussi de décrire les principes du coaching en organisation. Donc voilà, j'espère vous avoir donné une idée large, un panorama de survol des cultures coaching et des développements organisationnels, avant peut-être de vous demander si, d'après vous, le coaching peut contribuer à un meilleur futur, simplement un petit peu, beaucoup, énormément par rapport à l'humanité tout entière. Car bientôt, je vais passer la parole à Martine Voll pour l'onde numéro 4 et son sujet de coaching et humanité va venir clôturer notre temps de parole. Mais peut-être que Yotis, tu voulais intervenir. Oui, Nathalie, j'ai une question. D'après toi, quel serait l'impact d'une culture coaching pour sortir d'une crise? C'est une vaste question et je sens bien que je n'ai pas 1 heure ou 2 pour y répondre. Je dirais que les points les plus importants, ça va être le maintien du bien-être individuel et collectif, car c'est extrêmement important. L'humain doit rester au cœur de tout. Et à mon avis, le deuxième point qui sera fondamental, ce sera de renforcer la résilience. Là encore, individuelle et collective. Il y a un paradoxe très fort dans la culture et le développement organisationnel, c'est le point de bascule entre l'influence de l'individu sur l'organisation et l'organisation sur l'individu. Donc, mon avis, c'est qu'une culture coaching renforce les résistances, les capacités créatives et la motivation. Merci Nathalie. Et je laisse volontiers la parole. J'avoue que je suis encore en train d'être sur cette onde multiple, l'être, l'équipe, l'organisation et la culture que mes camarades viennent de présenter. Et je sens la puissance et la passion et la force du coaching à travers ces premiers propos. Et justement, cette culture dont vient de nous parler Nathalie, elle est au pluriel, elle est diversité. Et ce qui m'impressionne peut-être le plus depuis les années 90 avec la
propagation du coaching partout dans le monde, c'est que quelles que soient les cultures et cette diversité culturelle, il y a eu le développement du coaching et pas que dans le monde occidental. Alors, quelle est cette intuition du développement du coaching? Peut-être que nous pouvons imaginer que le coaching est en train de diffuser et donne une force à ce que nous pourrions appeler notre humanité. Cette humanité, elle a envie de se construire pour un monde meilleur, bien entendu. Et en même temps, si on élargit encore l'onde, nous allons revenir à peut-être quelque chose de très simple. Nous sommes une espèce parmi d'autres espèces sur Terre. Cette Terre qui appartient à un système solaire, lui-même appartenant à des galaxies, elle-même dans un univers en expansion. Et cette notion d'espèce fait notre unité. Sur le plan génétique, physiologique, nous sommes un. En termes de culture, nous sommes de la diversité et selon les sociétés dans lesquelles nous vivons, l'endroit de la planète dans lequel nous vivons, nous n'avons pas développé tout à fait les mêmes coutumes, les mêmes us et coutumes, les mêmes rapports au savoir, comme le disait très bien Nathalie. Dans le livre, effectivement, il y a aussi Philippe Rosinski qui en parle très bien. Nous avons aussi Sylviane Cagnot qui en parle. Et ça, c'est un point intéressant par rapport au coaching et à l'humanité, parce que nous avons des façons différentes d'interpréter la réalité. Et c'est peut-être à cet endroit-là que nous pouvons travailler ensemble avec un tiers, avec un coach, par exemple, pour avoir cet espace et retrouver notre humanité dans le flot de nos rythmes quotidiens de plus en plus impressionnants. Alors l'image suivante va nous montrer que, au-delà des craintes dont nous avons connaissance, la peur du risque, la peur peut-être du lendemain, nous avons aussi des peurs plus profondes que nous avons tendance à oublier. Je prends sur cette image l'exemple de Notre-Dame de Paris qui a pris feu. C'est le symbole d'une histoire, d'une institution qui a frappé pas simplement les catholiques pour qui ces monuments avaient de l'importance. Parce que dans notre inconscient, peut-être que cette image pouvait représenter quelque chose de plus large. J'aurais pu prendre l'exemple des tours jumelles lorsqu'elles ont été attaquées par le terrorisme et qui a été pour un choc planétaire. C'est difficile de se protéger des choses que nous n'imaginons pas. Alors, on voit bien que des événements ébranlent nos certitudes. C'est pour ça que maintenant, nous allons aller voir plus précisément nos peurs. Quelles sont-elles? 3 images pour réfléchir à nos peurs. La première, un centre d'affaires. Nous pouvons imaginer que dans ce centre d'affaires, il y a une multitude de personnes en train de travailler et si on les prend une par une, nous allons penser à toute l'intelligence qu'elles sont en train de déployer dans des domaines complètement différents, avec des intelligences qui prennent des voies complètement différentes pour continuer à fabriquer ce monde meilleur, le progrès, les nanotechnologies, l'intelligence artificielle, toutes les découvertes que nous avons faites au cours des siècles. Pourtant, ces découvertes peuvent nous emmener une peur profonde, celle d'être déclassés. Dans les années 2015, 2016, 2017, nous avons vu monter régulièrement en puissance cette peur d'être déclassés par les machines. Ce n'est plus l'imprimerie qui nous fait peur, mais l'intelligence artificielle a provoqué beaucoup de questions. Aujourd'hui, elle est un peu
mises au second plan parce que des préoccupations plus immédiates arrivent. Le développement d'une pandémie, la peur de manquer d'air, la peur de manquer de nourriture. Cette image du milieu avec ces personnages qui ont des masques nous rappelle que nous avons certes des solutions, filtrer l'air que nous respirons pour nous protéger, et en même temps, elle signale une peur que nous avons dans notre vie de tous les jours peut-être tendance à oublier. Et enfin, la dernière image, c'est la peur de disparaître. C'est l'image de tombeau à Petra, où nous pouvons nous souvenir que des civilisations ont régulièrement disparu. Alors ces peurs, est-ce que nous prenons le temps de réfléchir à ces peurs? Qu'est-ce que nous pouvons en faire? Elles font partie de l'histoire de l'humanité, elles ont toujours existé. Regardons-les en face. Si nous les regardons en face, nous pouvons, dans l'image suivante, nous apercevoir que nous avons des solutions. L'antidote. Tout à l'heure, Nathalie parlait d'anticorps, ou je ne sais plus, peut-être Marianne. L'antidote, qu'est-ce que c'est? Là, nous avons sur cette image Annie qui est tombée dans des orties géantes et François qui la soigne avec une plante qui pousse juste à côté des orties. Il peut la soigner en regardant son environnement. Nous avons Pasteur qui a inventé le vaccin contre la rage. Donc le progrès, la recherche et la science sont aussi des antidotes qui nous permettent de dépasser les situations que l'espèce humaine rencontre de manière régulière. Quels sont ces antidotes? L'image suivante nous donne déjà une idée de ce que nous pouvons travailler. L'antidote de l'esprit émotionnel. Alors l'esprit émotionnel, qu'est-ce que c'est l'esprit émotionnel? Les neurosciences nous ont montré que nous avions 3 cerveaux avec cette peur reptilienne, archaïque et profonde depuis l'histoire de l'humanité, de notre espèce. Nous avons ce cerveau limbique, émotionnel, le siège des émotions, de notre vie affective, et puis le néocortex qui s'est développé. Et de ces 3 cerveaux sortirait un esprit que j'appelle émotionnel parce qu'il ferait la synthèse des 3 et qui commencerait par déjà commencer à accepter nos peurs. Alors, pour la peur d'être déclassé, je prenais l'exemple de l'intelligence artificielle. Ça peut être aussi d'être déclassé par rapport aux autres. Ça peut être quelque chose qui entraînerait la concurrence plutôt que la coopération. Ça peut être le fait d'ignorer notre vulnérabilité. Et pour autant, grâce à la relation, nous pouvons progresser dans l'acceptation de cet esprit émotionnel. Ça, c'est une dimension vraiment personnelle qui fait le lien entre l'intrapsychique, la partie que nous connaissons moins de nous, avec cette partie plus relationnelle, plus cartésienne aussi, pour faire cette boucle d'affect, de comprendre nos émotions, de comprendre nos affects, de nous appuyer dessus pour réfléchir à des choses bien plus larges que nous et retrouver des solutions. C'est ce que nous apprend à faire le coaching. Il y a une deuxième antidote qui pourrait combattre peut-être cette peur de disparaître. Et là, je voulais parler de l'esprit systémique, solidaire. Alors pourquoi systémique? Nous avons l'occasion de prendre conscience actuellement, de manière incroyable, de l'effet domino, de la conséquence d'un événement sur Terre, sur l'ensemble d'un système. Un système économique peut s'écrouler parce qu'il y a un événement à un endroit donné qui s'appelle un virus, une pandémie ou tout autre événement. Inversement, notre esprit systémique solidaire
peut nous permettre de trouver une antidote parce que nous avons conscience de cet effet domino et que nos décisions futures peuvent tout à fait être prises avec la conscience de ce qui est bien plus grand que nous. C'est ça l'humanité. Est-ce que l'humain est une espèce capable de développer la conscience? Oui. Alors comment il utilise cette conscience? Inversement, pourquoi il ne l'utilise pas de temps en temps? Alors, le rythme dans lequel nous vivons, ce souci de l'opérationnalité, de l'efficacité, et puis la peur de disparaître n'est pas que humaine. Lorsque nous créons une organisation, une société, il est bien évident que nous sommes en train de créer des personnes morales. Ces personnes morales nous échappent, elles ont leur vie propre. Que ce soit une petite entreprise, une TPE ou une multinationale, à un certain moment, il y a eu des fondateurs avec un mythe, un projet fondateur. Et ce développement, un jour, lui échappe. Pourquoi? Parce que il y a des collaborateurs, il y a des fournisseurs, il y a des clients, il y a du génie humain, il y a de l'intelligence collective, et ce projet est en train de grandir et de galoper lui-même comme une onde immense qui s'agrandit. Et ce système-là aussi, lui aussi, il a envie de survivre. Lui aussi, il peut lutter contre la concurrence, lutter contre la compétition. Alors, l'esprit systémique solidaire, c'est celui qui nous amènerait à réfléchir à plus large que soi, mais pas tout seul, avec les autres. L'espace coaching est un endroit privilégié, qu'il se soit en individuel, en équipe ou en organisation, parce que c'est un moment qui nous offre un espace de liberté pour poser franchement les questions qui nous occupent, oser parler des peurs qui nous préoccupent, laisser accueillir les peurs moins conscientes qui sous-tendent des actions qui pourraient être dans la réactivité pour redécider en conscience de nos actions et de nos actes. Un destin commun, est-ce une option ou est-ce que c'est une décision que nous avons à prendre aujourd'hui que de développer à la fois notre esprit émotionnel et à la fois notre esprit systémique et solidaire? Je vous remercie pour cette écoute. Martine Vol, une question. Tu nous as parlé de la vertu du coaching. Si nous devions garder une idée essentielle, quelle serait-elle? Oui, alors c'est une idée essentielle qui nous ramène un peu dans les années 90. Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, le coaching prend de l'ampleur? Le coaching s'appuie sur les sciences humaines du XXe siècle, où nous avons des tas de pairs qui ont développé les sciences humaines. Je pense aux Rogeriens, à l'école Palo Alto, qui nous ont fait découvrir comment l'impact des cultures et nos peurs reptiliennes pouvaient nous amener à avoir des comportements incongrus et parfois destructeurs. Or, dans le coaching, nous pouvons retenir une chose, c'est cette notion de parité, c'est-à-dire on retour à cette unité, à l'individu. Chaque individu appartient à la même espèce et chaque individu a développé des compétences particulières. Et dans le coaching, la parité permet de créer cet espace où les deux protagonistes ont autant de poids l'un que l'autre. Bien sûr, ils ont des compétences différentes, mais de ces compétences différentes et de leur discussion va pouvoir peut-être naître des idées qui vont correspondre au monde dans lequel nous vivons. On tombe dans les orties et nous avons l'antidote à côté, la connaissance qu'il y a une plante que nous allons peut-être pouvoir créer pour continuer l'aventure ensemble. Donc ce sera la parité. Merci Martine. Alors la slide suivante, nous avons toutes les quatre proposé les ondes du coaching de l'être à l'humanité. À partir de ce livre collectif où 15 autres personnes ont largement contribué à diffuser cet esprit coaching, j'espère que cette troisième partie sur l'humanité va pouvoir faire le lien avec cet être dont
tu nous as parlé, Martine Beaulieu, avec l'équipe dont tu nous as parlé, Marianne, et avec l'organisation et la culture, Nathalie. Donc, comme j'ai le mot de la fin sur cette notion d'humanité, je voudrais dire que j'ai eu grand plaisir de partager avec 3 collègues le fait de participer à ce webinaire de ICF Belgique avec des cultures différentes, le Canada, Luxembourg, la Suisse, la France, en Belgique, qui est une belle modélisation d'esprit solidaire et systémique. Un grand merci, Martine Beaulieu, Marianne Salier, Nathalie Ducrot et Martine Vol pour cette belle présentation proposée en synergie pour la communauté des coachs belges de l'ICF Belgique et d'encore plus loin. J'aimerais également remercier Johan Van de Puck pour sa présence lors de ce webinaire. Johan est l'un des ambassadeurs de l'ICF Belgique, également past président de l'ICF Belgique, et il est également celui qui m'a invité à rejoindre l'ICF il y a quelques années de cela. Bonsoir Johan, comment vas-tu? Comment s'est passé ce webinaire et est-ce que tu as des questions? Bonsoir à tous et je suis très content de t'avoir invité et grand merci Otis pour tout ce que tu fais pour l'ICF. Merci Johan. Oui, en effet, donc merci beaucoup à nos oratrices aussi. Donc c'était vraiment très bien et très enrichissant d'écouter, de regarder donc ces différents ondes sur le coaching. Et en effet, il y avait quelques questions. Tout d'abord, il y a une question pour Martine Beaulieu. Et la question est la suivante, Martine. Que faites-vous pour fortifier votre intériorité? Fortifier son intériorité, c'est un voyage de tous les jours. Je dirais que c'est ce mouvement du dedans, du dehors, comment on s'y met à valser tant avec ces zones d'inconfort que ces moments de ravissement et de toujours trouver quelque part qu'il y a une source plus grande qui nous habite, qui est celle d'aller à de la découverte, à nourrir cette curiosité. Donc, fortifier son intériorité, c'est accepter les choses telles qu'elles sont, sans oublier que chaque moment est un moment inédit pour innover également. Donc, c'est cette façon de monter l'ascension pas à pas, en sachant que la vie qui nous habite, c'est vraiment ce qui est le plus précieux pour apprendre de soi. Merci beaucoup, Martine. Alors, il y avait encore une autre question aussi pour Marianne Salier. Oui. Marianne, à quoi les managers de demain devront-ils être attentifs? Ah oui, merci pour la question, très intéressante. Le manager de demain, effectivement, il devra être attentif au fait de donner du sens à l'action. Et d'autant plus que les jeunes générations aujourd'hui sont sensibles à ça, d'avoir leur place dans les équipes, dans les prises de décision, plutôt que d'avoir un management qui va donner des directives, effectuer du contrôle, laisser l'initiative de prendre des initiatives, de collaborer davantage en mode transversal, en mode projet. Je pense que ce sera un des éléments essentiels pour le management du futur. Il y en a d'autres, hein, bien évidemment, mais c'est celui qui me vient maintenant. Merci beaucoup, Marianne. Puis il y avait encore une question pour Nathalie Ducrot. Nathalie, de quoi dépend le succès d'une culture coaching? C'est à nouveau un vaste sujet, mais je dirais que s'il y a 3 éléments les plus fondamentaux pour soutenir
la durabilité d'une implémentation de culture coaching, il va y avoir la qualité du leadership et son engagement et son exemplarité, bien sûr. Il va y avoir une mesure constante, permanente, une attention constante à l'évolution. Faut pas avoir peur, quand bien même nous sommes des coachs, à inviter nos clients à découvrir comment mesurer les progrès qu'ils font au niveau d'une implémentation de culture coaching, au niveau d'un coaching individuel aussi et d'équipe aussi, bien sûr. Et puis enfin, le troisième temps, j'allais presque dire, c'est étrange, mais c'est ramener le plaisir avec la performance. Tant qu'on ne met pas cet ingrédient-là dans l'implémentation d'une culture coaching, on est en mode effort et c'est pas dans ce mode-là que le coaching se déploie le mieux. C'est un esprit partagé et un esprit qui fait qu'on célèbre la dynamique collective individuellement et collectivement. Donc, je dirais que ces trois éléments-là me paraissent le plus important. Ok, merci beaucoup, Nathalie. Puis enfin, il y a encore une dernière question pour Martine Voll. Martine, par rapport au sujet de la peur, que pouvons-nous garder en point de repère? Alors peut-être que n'oublions pas que l'esprit de compétition peut être le signal d'une envie de progrès, de construire un monde meilleur. Ça peut être aussi une façon de trouver une solution à la peur. Or, reconnaître ses peurs en face, c'est déjà une façon d'avancer. N'oublions pas que l'histoire de l'humanité s'est faite sur la réciprocité. Et c'est comment on peut travailler ou en tout cas modérer notre propre part d'égoïsme qui est naturelle, tout à chacun, ou notre part d'ombre. Et puis que dans l'ombre, il y a aussi une partie de lumière et qu'il y a la créativité et qu'il y a l'invention. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Johan. Alors, si vous avez d'autres questions à poser à Martine Beaulieu, Marianne Sallier, Nathalie Ducrot et Martine Voll, je vous invite à les poser sous cette vidéo en commentaire. Alors, je vous rappelle également le livre de nos 4 oratrices, L'art et la pratique du coaching professionnel, 15 maîtres coachs dévoilent leur savoir-faire. Alors, vous voyez d'ailleurs le visuel sur les slides. J'en profite également pour saluer les 11 maîtres coachs, co-auteurs de ce livre. D'ailleurs, profitons-en pour les citer. Donc, citer ces grands coachs. Nous avons donc Philippe Rosinski, Catherine Tallot, Joanne Duquette, Sylvie Cagnot, Nathalie Dubé, Denise Sinblima, Anne Galotti, Valérie Augier, Nicolas Bou-Mazli, Marie-Louise Zollinger et Daniel Poli. Un grand bonjour à toutes et à tous où que vous vous trouviez. Donc, vous retrouverez la présentation de ce webinaire sur les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, ceux de l'ICF Belgique et plus précisément dans les groupes Facebook et LinkedIn de l'ICF Belgium. Vous trouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Nous vous remercions d'avoir assisté à cette présentation. Nous espérons que vous avez aimé ce webinaire et que celui-ci vous sera utile pour votre développement. Si la réponse est oui, mettez-nous un petit pouce bleu. Cela nous enverra un peu d'ocytocine où que vous vous trouvez. Vous voulez être informé de la mise en ligne de nos prochaines vidéos? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez sur la petite clochette. Au nom de toute l'équipe de l'ICF Belgique, je vous dis merci. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouvez. Et Martine Beaulieu, Marianne Sallier, Nathalie Ducrot et Martine Voll, je vous laisse le mot de la fin. Quelle belle expérience de synergie avec vous tous. Merci, merci beaucoup. Oui, et puis à mes amis pour ce beau projet, merci de la complicité développée
à cette occasion. Et cette complicité avait déjà débuté il y a 2 ans et demi maintenant, quand on a décidé d'écrire le livre tout ensemble. Donc merci. Merci, c'est le mot qui s'impose bien sûr, mais je dirais aussi optimisme. C'est un mot qui m'est cher, mais là, il a été démontré avec enthousiasme, avec talent, avec profondeur. Si ensemble nous avons fait progresser le virus du coaching, le monde en a besoin et j'ai été très honorée d'être au milieu de ces collègues remarquables. Merci à ICF Belgique et merci plus globalement à la communauté ICF Synergie en particulier. Oui, je pense aux autres co-auteurs qui ne sont pas là avec nous ce soir et qui font partie de cette communauté dont tu parles, Nathalie. Et pour moi, là, ce soir, je ressens cette puissance, cette envie, c'est une énergie de vie qui va bien au-delà de tout le reste. Merci pour cette invitation encore une fois. Très bonne soirée à tous. Merci Martine, merci Marianne, merci Nathalie, merci Martine et merci aussi à toi Johan. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.